la riposte c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Amis du café, amis des nouveaux studios, c'est la première fois que je fais une conversation avec un invité aussi loin, c'est extraordinaire, on a de la place, etc. Amis des libertés, amis des coloniaux, amis de la police, bien sûr. Bonjour mon cher Rémi. Bonjour. Mayotte, département colonie, publié il y a quelques mois à la Fabrique. Mayotte est française officiellement, mais la réalité est brutale, pauvreté, infrastructures délabrées, violences policières et insulaires, instrumentalisation de l'immigration venue des Comores voisines. Et puis, il y a le cyclone Chido qui a dévasté l'île en décembre dernier et révélé l'ampleur du désastre. Eau coupée, électricité inexistante, services publics dépassés. Mayotte n'est pas un département comme les autres, le 101e. Pour toi, Rémi, auteur de Mayotte, département colonie, la Fabrique 2024, cette situation n'est en rien accidentelle. Elle est la résultante d'une politique de relégation et de mensonges d'État. Avec toi, on va essayer de démonter le mythe de la départementalisation. Donc 101e, je le disais un instant, le plus pauvre donc de France, puisque c'est un département français, mais pour toi c'est avant tout une colonie, et revenir sur cette idée, justement, Mayotte n'a jamais cessé d'être une colonie, et ce que j'ai appris, alors ça m'a passionné, depuis les années 70, un laboratoire de l'extrême droite. Il y a un point qui est essentiel. On ne peut rien comprendre à ce qui se passe à Mayotte si on observe ce qui s'y passe uniquement d'un point de vue franco-français. Oui. Il faut bien prendre en compte le fait que Mayotte est effectivement aujourd'hui un département français, un département, à mon avis, régi encore sous tout un tas de procédures de type colonial, mais il faut rappeler que Mayotte est aussi une terre comorienne, qu'elle a des liens historiques et humain très profond avec les 3 îles qui l'entourent, qui sont très proches et qui sont les îles de l'Union des Comores. Et ces 4 îles en tout forment l'archipel des Comores. La France a disloqué cet archipel au moment de la décolonisation et c'est, à mon sens, à l'origine de toutes les difficultés que rencontre ce territoire aujourd'hui. C'est une zone qui est particulièrement stratégique parce qu'une grande partie du trafic maritime mondial passe par ce canal, notamment quand il y a des problèmes au niveau du canal de Suez ou de la mer Rouge, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Et donc c'est une zone qui est très importante et c'est ce qui a justifié, quelque part du point de vue français, le fait que la France colonise ces terres au XIXe siècle, parce que c'était un endroit considéré comme très stratégique. Mayotte est la première des îles de l'archipel à être colonisée par la France en 1841, ce qui est assez tôt dans la colonisation du 19e siècle par rapport aux autres territoires du continent africain. Les autres îles sont colonisées au fil du 19e siècle et c'est une colonie qui est relativement abandonnée par la France parce qu'elle ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'elle visait ces terres pour conquérir Madagascar, qui était beaucoup plus intéressante à ses yeux, et ensuite parce que c'était une zone stratégique. La décolonisation, elle arrive un peu plus tard que les autres territoires du continent africain, puisque la plupart sont devenus indépendants en 1960. Les Comores, c'est en 1975. Mais la particularité, c'est que, et c'est une particularité unique, à mon sens, dans l'histoire de la décolonisation, en tout cas française, c'est que la France a gardé une partie de ce territoire, puisque lorsque les Comores sont devenues indépendantes, les 3 îles, donc la Grande Comore, Anjouan et Mohéli, sont devenues un État indépendant, tandis que Mayotte est resté un territoire sous souveraineté française. Comment ça a été justifié, parce qu'il se trouve que c'est quelque chose qui a été régulièrement condamné par l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation n'avait pas été respecté. Ça a été justifié par l'autodétermination, puisque lorsque les Comoriens dans leur ensemble ont été consultés en décembre 1974, les habitants des autres îles ont voté en grande majorité, 99%, pour devenir indépendants, mais les habitants de Mayotte ont voté à 63% contre l'indépendance.
Alors, ça serait très long d'expliquer comment on en est arrivé là, mais évidemment, c'est pas quelque chose qui s'est fait le plus naturellement du monde. Il y a eu tout un processus de propagande, de construction politique visant du côté de Mayotte et initié par une élite économique créole pour la plupart, qui a visé à faire de l'ennemi à faire que l'ennemi n'était pas l'administration coloniale française, mais c'était les habitants et les dirigeants des autres îles, essentiellement Anjouan et la Grande Comore. Et c'est comme ça que Mayotte est resté un territoire français, tandis que les autres îles sont devenues indépendantes. On va rentrer dans la situation actuelle avec ce slogan, page 139, que tu redonnes plusieurs fois, donc qui est le slogan préféré des séparatistes. Hein. Donc les séparatistes, on rappelle, sont ceux qui ne voulaient plus avoir de rapport avec les îles cousines et voisines. Le slogan, c'est « Nous voulons rester français pour être libres ». Donc tout ton livre, c'est pour expliquer que tout ce qu'on sait, ou le peu qu'on sait de la colonisation, il faut le voir presque de manière inversée à Mayotte. Oui, beaucoup des schémas, et notamment des schémas, on va dire, des militants de gauche ou des militants même de la gauche décoloniale sont très difficiles en fait à conserver quand on étudie ce qui se passe à Mayotte, puisque qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand on est dans un territoire anciennement colonisé ou toujours colonisé aujourd'hui, on a toujours un mouvement qui lutte pour son émancipation, et cette lutte pour son émancipation passe par une demande d'autonomie, voire d'indépendance. Ouais. Et donc, pour les mouvements décoloniaux, c'est très facile de venir en soutien à ces groupes-là. Sauf qu'à Mayotte, le discours dominant est de dire que l'émancipation, ils l'ont choisie, et selon eux, elle passe par le fait de rester français et non pas d'être soumis à une forme de colonisation, c'est leur terme, hein, c'est pas le mien, oui, de la part des Comoriens. Et d'ailleurs, c'était des grandes figures du mouvement pour Mayotte française qui m'expliquaient, avant qu'elle ne meure, qui m'expliquaient que entre deux colonisations, celle des Comoriens et celle des Français, ils avaient choisi la colonisation française. À mon sens, on peut pas employer ce terme de colonisation de la part des Comoriens, mais en tout cas, c'était leur argumentation. Et de même, aujourd'hui, ils mettent en avant le fait que c'est eux qui ont décidé. Alors, tu laisses entendre, enfin tu le dis même assez clairement, qu'il y a une identité qui est fabriquée. Et que donc, et c'est très récent, hein, puisque ça a à peine 50 ans, que les étrangers, ce ne sont pas les Français, alors que ça l'est historiquement, mais ce sont les Comoriens. Est-ce que tu peux rentrer dans les détails par rapport à ça? Dans le traitement médiatique de Mayotte, on parle toujours des étrangers, puisque l'immigration est considérée comme le problème numéro 1 de ce territoire. Oh tiens. Or, oui, ouais. Et c'est pas nouveau. Or, les étrangers à Mayotte, le problème, ce sont les Comoriens des autres îles, principalement. Or, les Comoriens des autres îles vivent exactement de la même manière que les Mahorais, que on va dire, les Comoriens natifs de Mayotte, ouais, qui ont la nationalité française. Ils vivent de la même manière, ils ont les mêmes marqueurs sociaux, ils ont le même culte, et ils ont la même langue. Le même culte, c'est l'islam. Oui, c'est ça. Et ils ont la même langue, avec des parlers différents selon chaque île, mais qui relèvent de la langue comorienne, qui est elle-même une langue issue de la famille swahili. C'est-à-dire que, si je t'ai bien lu, on peut parler des patois différents, des langues différentes, mais on se comprend, en fait. Tout à fait. Parce que la souche est la même. Tout à fait. Voilà. On se comprend. Entre Anjouan et entre le Shinzouani, le parler de l'île d'Anjouan, la plus proche, et le Chi Maoré, le parler de Mayotte, il n'y a que très peu de différences, en réalité. Ça, ce sont les linguistes qui l'ont expliqué. Donc, en fait, et quand un de ces étrangers, comme on dit, arrive à Mayotte, en réalité, il s'intègre très facilement. D'autant plus facilement qu'il y a des liens familiaux très profonds qui ont résisté à ces 50 ans de séparation et qui sont encore aujourd'hui très forts. Il n'y a pas une famille à Mayotte qui ne compte pas de membres de sa famille, plus ou moins lointains, dans l'une des 3 autres îles. Et idem, dans les 3 autres îles, il n'y a pas une famille qui ne compte pas quelqu'un qui vit à Mayotte. Donc quand on parle d'étrangers, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on parle même de migrants, comme si c'était des gens qui étaient arrivés récemment ou qui étaient en cours de migration. En réalité, la plupart de ces gens sont nés ou ont passé une grande partie de leur vie à Mayotte. Donc, est-ce qu'on peut encore les qualifier d'étrangers? À mon sens,
Non. Et effectivement, à mon sens, les vrais étrangers, ce sont ceux qu'on appelle sur place les Mzungu, c'est-à-dire les métropolitains, les blancs, pour simplifier les choses, qui arrivent sur place et qui ne connaissent ni la langue, ni la culture, qui ne s'y intéressent souvent pas tout le monde évidemment, certains s'y intéressent, mais qui vivent souvent entre eux en réalité. Alors, ce qui est beaucoup médiatisé, c'est la violence. Tu en parles sans détour, mais j'aimerais que tu l'exprimes là, ici. Alors cette violence, elle est aujourd'hui incontestable. Il y a une vraie insécurité, c'est assez nouveau. Ça remonte à une dizaine d'années seulement. C'est ça. Avant, c'était vraiment un endroit très paisible. Et depuis quelques années, donc on constate une hausse spectaculaire des actes délictueux et voire des crimes. Ce sont des cambriolages, ce sont des caillassages de voitures, des barrages routiers pour dépouiller les personnes, ce sont des caillassages contre les bus scolaires, ce sont des bagarres entre bandes rivales qui sont souvent liées, qui ont souvent une appartenance villageoise, donc ce sont des bagarres intervillageoises. Et parfois ce sont même des violences physiques et parfois des meurtres. Et ça c'est vraiment nouveau. Et c'est le résultat de la politique menée par l'État. Pourquoi ? Parce que il se trouve que la particularité de cette délinquance, c'est qu'elle est juvénile. Ce sont des très jeunes qui en sont les acteurs. Et il se trouve que parmi ces très jeunes, il y a des jeunes issus des bonnes familles de la petite bourgeoisie locale, ça c'est certain, mais il y a aussi des gamins qui ont été abandonnés par leurs parents, mais surtout par l'État. Pourquoi ? Parce que lorsque la chasse aux sans-papiers débute au milieu des années 2000, alors que le ministre de l'Intérieur est un certain Nicolas Sarkozy, elle se fait de manière industrielle. Il faut expulser en masse. Totalement aveugle, en ne respectant absolument pas le droit des personnes ni leur situation. Tu racontes par exemple qu'il y a des gamins qui ont été rattachés à des familles qui n'étaient pas les leurs. Oui. C'est quand même. Ça s'est fait en notre nom, hein. Je veux dire, c'est fait au nom de la République. On a expulsé des gens qui ne devaient pas être expulsés parce qu'ils étaient en situation irrégulière, mais ils n'étaient pas en mesure de le prouver sur le moment, au moment de leur contrôle. On a expulsé des gamins qu'on a attrapés comme ça et on n'a pas le droit d'expulser un mineur seul, donc on rattachait à une personne qui n'avait aucun lien avec lui, et surtout, on a expulsé des femmes qui avaient la charge d'enfants, leurs enfants ou des neveux, des nièces, des voisins. Et ces enfants se sont retrouvés seuls, livrés à eux-mêmes. Et au début, ils étaient pris en charge un peu par le voisinage ou par la famille, mais au fil du temps, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, se sont organisés en groupes. On a commencé à les voir d'abord mendier, ensuite chaparder dans les champs, et puis ensuite, ils sont montés d'un cran et ils ont commencé à mener des cambriolages ou des choses comme ça. Et ces gamins sont parmi les acteurs de cette délinquance aujourd'hui. Ils se sont organisés en bande pour survivre. Et c'est l'État qui est directement responsable de cette situation, parce que c'est lui qui a expulsé leur maman. En réalité, en sachant très bien, puisque dès 2007, dès 2008, des travailleurs sociaux avaient alerté, avaient dit attention, on commence à voir un nouveau phénomène qu'on appelle les mineurs isolés. Il faut vraiment faire attention à ça. L'État a continué à expulser en masse sans faire attention à ça, et ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui avec une forte insécurité. Alors, il y a de mémoire 2 ans, 1 an et demi, il y avait une opération menée par un dénommé Darmanin Gérald, dite de décasage. Alors toi, tu pourras nous donner le nom. Bambouchou. Voilà. Peux-tu nous rafraîchir la mémoire ? À quoi servait cette opération ? C'est là où on a vu quand même des gendarmes, des gendarmes mobiles et des CRS dans des positions pas évidentes et qui répliquaient ou qui provoquaient. Je n'étais pas sur place, mais enfin les deux, à mon avis, fonctionnent de manière ni proportionnée ni strictement nécessaire, hein, selon les deux mamelles du maintien de l'ordre. C'était quoi cette opération et qu'est-ce qu'elle a donné finalement 1 an et demi après ? Alors, c'était surtout une opération de communication en réalité. Elle avait 3 objectifs. Premier objectif, expulser en nombre les personnes en situation irrégulière. En réalité, comme je le disais, chaque année, depuis quelques années, 25 000 personnes sont expulsées. Rien de nouveau. Elle visait à décaser, comme on dit, à détruire des bidonvilles. En réalité, ça existait depuis plusieurs années. L'État français, régulièrement, détruisait des bidonvilles. Et en fait, alors toujours selon le principe qu'il faut mettre fin à cet habitat insalubre et que c'est mieux pour leurs habitants.
C'est vrai, les bidonvilles sont vraiment des habitats insalubres. En réalité, le problème, c'est que les délogés, si on ne leur propose pas de solution, ce qui est le cas quand on les décase, on ne leur propose pas ou à très peu de gens des solutions, eh ben, tout simplement, ils vont construire le bidonville un peu plus loin. Et la troisième priorité de cette opération, c'était d'arrêter les chefs de gang, comme il disait, et de démanteler ces bandes qui sèment un peu la terreur sur l'île. Mais c'était déjà le cas aussi, évidemment. C'est pour ça que je dis que c'était surtout une opération de communication qui visait à mettre en avant Gérald Darmanin. Donc il y a eu des renforts policiers, mais en fait ça n'a pas changé grand-chose. Et de fait, les résultats n'ont pas été ceux escomptés, puisque au niveau des expulsions, les chiffres ne se sont pas envolés, ça a été les mêmes chiffres. D'ailleurs, au niveau des décasages, pareil, ça a été à peine plus important. Et au niveau des arrestations, effectivement, il y a eu peut-être un peu plus d'arrestations. Mais c'était surtout une opération de communication. On va venir à l'extrême droite, mais d'abord je voudrais faire un petit état des lieux du cyclone Chido. C'était en décembre. Le bilan officiel fait état de 39 morts. 39 morts, pardon. 39 morts, me semble-t-il. En réalité, on ne sait pas. En réalité, on ne sait pas. Et on ne saura probablement jamais. Effectivement, le problème, pourquoi on ne saura jamais? Parce que donc la plupart des morts ont eu lieu dans les bidonvilles, puisque c'est les bidonvilles qui ont été rasés par les vents du cyclone Chido. Alors au début, on a parlé de milliers, probablement. En réalité, bon, moi je me suis rendu sur le terrain précisément pour essayer d'enquêter là-dessus, et quand on va dans les bidonvilles, on se rend compte que dans chaque quartier, c'est 3, 4 morts. C'est pas tant que ça. Heureusement. Le problème, c'est qu'on ne le saura jamais parce que l'État n'a pas fait le travail d'abord d'apporter les secours dès les premières heures. Les secours ne sont pas allés dans ces bidonvilles, donc il n'a peut-être pas pu sauver certaines vies, mais il n'a pas pu non plus comptabiliser les morts, et que ces morts ont été enterrés dans les jours qui ont suivi, parfois de manière clandestine, c'est-à-dire sans que les autorités soient mises au courant, et c'est pour ça qu'on ne saura probablement jamais exactement le nombre de morts. Ce sont les Français natifs de Mayotte qui votent en grande majorité aujourd'hui RN, au point de... Je pense que à la prochaine élection présidentielle, Marine Le Pen sera en tête, évidemment, si c'est elle la candidate, mais elle pourrait même dépasser les 50% dès le premier tour. C'est quelque chose d'assez effrayant quand on voit la montée, mais surtout l'évolution. Parce qu'il y a encore 20 ans, Jean-Marie Le Pen ne faisait que 2-3% à l'élection présidentielle. Dans les années 60, lorsqu'il s'agit de créer un ennemi comorien, pour valoriser l'ennemi naturel qui était le colon français, il a fallu inventer des histoires, ou en tout cas exagérer des histoires, et il a fallu faire du comorien, notamment de l'Anjouanais et du Grand Comorien, l'ennemi. Et donc, ce discours n'a jamais cessé. Dans les années 80, lorsqu'on lit la presse locale à Mayotte, on lit des choses comme les Comoriens des autres îles, donc les étrangers, sont la 5e colonne. Les Anjouanaises viennent voler nos maris, nos hommes. Les Anjouanais viennent voler nos terres ou notre travail. Ça, c'est quelque chose qui perdure. Et donc, ces idées-là n'ont jamais été complètement abandonnées, mais elles ne se traduisaient pas par un vote. Jusqu'au milieu des années 2010. Alors qu'est-ce qui a changé au milieu des années 2010? C'est l'insécurité. Et moi je relie très clairement le vote Rassemblement National avec la montée de l'insécurité. Il se trouve que Marine Le Pen a été plutôt maligne, elle a compris qu'il fallait mettre l'accent sur ce point à Mayotte, elle s'est rendue très souvent à Mayotte, quasiment chaque année. Elle a affirmé... Oui. 2 points, ouvrez les guillemets, rien ne sera utile sans régler le problème de l'immigration clandestine. Elle a mis l'accent sur l'insécurité et sur l'immigration clandestine, et elle a surtout tué, évidemment, les discours islamophobes qu'elle peut tenir lorsqu'elle se trouve dans l'Hexagone. Et ce discours a pris. Question rituelle, qu'est-ce que nous avons fait pendant 1h24, mon cher Rémi Carayol? Ben, on a parlé de quelque chose dont on parle trop peu, à mon sens, et on a essayé de décortiquer une situation très complexe. Tu l'as justement souligné, nos schémas ne s'appliquent pas toujours sur ce territoire-là, sur tous les territoires qui relèvent pas de la métropole, entre guillemets, et il faut essayer de parfois réfléchir autrement, parfois même de réfléchir contre soi-même, c'est pas toujours simple, et il me semble qu'on a essayé d'aborder cet enjeu-là de cette manière.
Déplacez-vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.